je me présente, je suis Julien Gaillard, je suis conseiller à la Chambre d'agriculture de l'Aisne et je suis plutôt en charge de toutes les questions de fertilisation de la directive NITRAT. Et entre autres choses, j'ai participé au projet Gazelle, notamment en tant qu'animateur du groupe pilote de l'Étienne Saint-Germain. Donc pour vous situer géographiquement où est-ce qu'on est, on est dans la partie nord du département de l'Aisne, à la frontière de la Thiérache et du Saint-Quentinois. On est sur un bassin d'alimentation de captage prioritaire classé Grenelle, qui est également basculé en zone d'action renforcée au titre de la directive nitrate. On est sur une superficie d'environ 1500 hectares, dont 1400 hectares de surface agricole, avec des sols plutôt favorables de type limon argileux profond. On est sur des cultures pratiquées très classiques du secteur, betterave, blé, colza, avec l'arrivée néanmoins ces dernières années de cultures industrielles comme la pomme de terre et plus récemment un fort développement du lin textile. Une particularité des territoires, on a 2 unités de méthanisation sur le secteur, avec donc des digestats à gérer. Et je précise que parmi les 7 agriculteurs qui participent au groupe pilote, 3 sont directement impliqués dans ces unités de méta. On a également des pages. Une autre petite précision sur ce territoire, donc, le bac de l'Étienne Saint-Germain avait déjà bénéficié d'une action autour des reliquats entre hivers dans les années 2012-2018 avec la mesure Azur. En fait, c'était un simple observatoire des reliquats des ménages. Alors, suite à la volonté locale de relancer une action agricole pour améliorer la qualité de l'eau, nous avons proposé au courant de l'année 2021 à la collectivité et aux agriculteurs du secteur de participer au projet Gazelle, un alignement d'étoiles à ce moment-là. Ce qui s'est concrétisé avec le lancement de la démarche au cours de l'année 2022. Alors je ne vais pas tout reprendre toute la démarche, toute l'intégralité des actions qu'on a fait au cours des 3 ans. Vous avez les principaux points d'étape à l'écran. Donc comme l'a expliqué Marion, les travaux démarrent avec un état des lieux qui va nous permettre de fixer collectivement les objectifs, j'y reviendrai après. Et au cours de chaque campagne, il va y avoir des étapes clés, telles que les tours découverts, avec des posées de biomasse, les analyses de reliquats, azoté des drainages, les interprétations collectives, etc. Donc le RDD, c'est ce qui constitue notre thermomètre en lien avec le principal objectif de résultat. Et on a, entre autres choses, réalisé des formations techniques. On a pu apporter des connaissances aux agriculteurs. À la demande, on est sur une démarche de co-construction, on essaie d'impliquer au maximum les agriculteurs. Donc c'est à la demande des agriculteurs qu'on a proposé des formations, notamment avec l'intervention d'experts sur les couverts d'interculture et la gestion des produits organiques. Alors au début de la démarche, il a fallu fixer les objectifs du groupe qui serviront de fil conducteur tout au long du projet. Donc il y a bien sûr l'objectif de résultat en termes de concentration en nitrate, comme l'a expliqué Marion. Mais on souhaite également proposer aux agriculteurs de choisir un autre objectif en parallèle, un objectif un peu fédérateur. Suite à l'exercice, on a appelé le jeu des enjeux, si je ne dis pas de bêtises, on travaille autour des enjeux. Finalement, ce qui est un peu particulier avec le groupe agriculteur, c'est qu'on s'est retrouvé avec des objectifs individuels assez dispersés. Ça allait de problématiques de biodiversité, de soucis sur les teneurs en matière organique du sol, bien sûr des enjeux économiques. Et du coup, avec l'aide de Justine Chauvin, qui m'a beaucoup accompagné au cours de l'animation, on a essayé de trouver de résumer ça avec un objectif un peu transversal, à savoir tendre dans l'autonomie azotée, ce qui faisait peu écho au projet Autoine auquel j'avais participé il y a quelques années avec nos collègues du Grand Est. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas un vrai objectif parallèle fédérateur sur le groupe, contrairement à d'autres groupes. Donc l'objectif nitrate, qui a été fixé par les agriculteurs collectivement, c'était 45 mg d'impact en souracine, je ne sais pas si... Du coup, à partir de cet objectif de résultat que nous avons fixé, on a pu construire notre tableau de bord. Donc là, vous avez la partie haute du tableau de bord, les objectifs finaux. Donc ce que vous avez à l'écran, on part de l'objectif du groupe donc en concentration surracinaire, donc les 45 mg par litre que les agriculteurs ont dit d'atteindre. Et on l'a traduit ça, comme a expliqué Marion précédemment, en niveau de perte par lixiviation et en RDD objectif, reliquat du drainage. Donc ça, on détermine ça avec un modèle de Burns en prenant un sol moyen, une rotation classique du secteur et une pluviométrie moyenne, on détermine tout ça. Et en parallèle, alors c'est vraiment une cote mal taillée, mais on essaye de passer pour donner quand même un chiffre au groupe et
ici aux collectivités, à la concentration en captage. Alors là, je dis c'est une côte détaillée, parce qu'en fait, c'est une estimation grossière basée uniquement sur l'occupation des sols, en comptant en gros des contributions des zones de dilution, des forêts, enfin des zones non agricoles, tout simplement. Voilà. Alors avant de dévoiler le bas du tableau de bord, je vais faire un petit zoom sur l'une des actions qui a rythmé la vie du groupe, à savoir l'analyse du reliquat de début de drainage. Donc en fait, chaque année en sortie d'hiver, on réunissait le groupe d'agriculteurs pour discuter ensemble des résultats d'analyse de reliquat. Alors pourquoi on attendait la sortie d'hiver, on ne faisait pas aussitôt qu'on avait les analyses, tout simplement parce que pour une raison de routinière, en fait, on avait l'habitude sur le groupe de collecter les itinéraires techniques pendant l'hiver, parce qu'en fait, initialement, on faisait également des analyses de reliquat en sortie d'hiver, avec interprétation par le laboratoire pour le conseil de fertilisation. Et donc, on avait les informations que quelques mois, enfin 2-3 mois après les analyses de RDD. Donc, l'objectif, c'était de comparer les valeurs de RDD entre eux au regard des pratiques des agriculteurs pour commencer déjà à faire émerger des causalités et trouver éventuellement des premiers leviers d'action. Je précise que, alors je l'ai mis en avant là parce que c'est un exercice qu'on avait déjà l'habitude de faire dans le cadre de l'Azur. On faisait des apports de reliquat, c'est quelque chose qu'on faisait couramment. Donc là, exemple, typiquement, vous avez le fameux graphique de l'ENJ, l'azote en jeu qu'a évoqué rapidement Marion, à savoir on fait le cumul de l'azote minéral prélevé dans le reliquat avec l'azote absorbé par le couvert en place, et on compare comme ça les pratiques pour essayer de comprendre les choses. Ce qui permet déjà de faire émerger des leviers et un certain nombre de choses. Alors, pourquoi on l'a positionné là, à cheval dans mon tableau de bord? C'est simplement que en termes de logique chronologique, dans le cadre de mon groupe, on a mis quand même pas mal de temps avant d'arriver à notre tableau de bord final. On a fait ça, ça a pris toute la première année, en fait, quasiment, pour arriver à notre tableau de bord. Et en fait, on s'est mis, donc comme je l'ai expliqué, on s'est mis d'accord sur les objectifs globaux au niveau du bac. On avait déjà fait analyser, on a déjà fait un travail collectif autour de l'analyse de reliquat avant d'arriver à déterminer avec les secteurs les leviers d'action sur lesquels ils souhaitaient travailler. Donc comme vous pouvez le voir, donc là c'est donc notre tableau de bord final. Les agriculteurs du territoire ont mis en avant à la fois l'optimisation des pratiques de fertilisation avec un levier et un indicateur qui était finalement le son pour rappeler. J'ai mis reliquat post-récolte, ça fonctionne en reliquat post-absorption, mais donc l'idée c'est d'avoir peu d'azote qui reste après la récolte, donc pour un indicateur de la bonne valorisation des engrais en fonction de ce qui s'est passé au préalable, et également, surtout, un focus sur la bonne gestion à la fois des apports organiques et des couverts, donc en fait avec des indicateurs en lien avec la minéralisation. On comparait la minéralisation entre la récolte du précédent et le début de drainage avec l'absorption par le couvert en place, et on divisé ça entre la bonne gestion des apports exogènes d'une part et la bonne gestion des couverts d'interculture. Les indicateurs fixés, donc c'est des indicateurs chiffrés, donc certains, j'y reviendrai après, il faut pouvoir les calculer, et d'autres, on peut les mesurer facilement. Bien sûr, le reliquat, c'est une valeur mesurée, mais après, par contre, par exemple, la biomasse découverte, c'est un indicateur. Alors, je précise bien que, alors on peut dire qu'en tant qu'animateur, je vais dire qu'on n'est pas passif là-dedans, mais c'est de la co-construction. Ça veut dire qu'on va accompagner les agriculteurs dans la mise au point de ce tableau de bord, mais s'il y a des choses avec lesquelles je ne serais pas forcément d'accord en tant qu'expert, entre guillemets, je laisse faire quand même les agriculteurs. Comme l'a dit Marion, le tableau de bord, ce n'est pas quelque chose de fixé, il peut évoluer au cours du temps. Alors du coup, là vous avez l'illustration de l'évolution du tableau de bord du groupe au cours des 3 ans. Bon, le pot de couleur, je pense que vous comprenez à peu près ce que ça veut dire. Quand c'est rouge, c'est qu'on n'a pas atteint l'indicateur fixé. Quand c'est vert, c'est qu'on l'a atteint. Et quand c'est jaune, c'est qu'on n'était pas loin. Si je prends le RDD au cours du temps, on avait fixé un 50 en objectif. On n'a pas atteint au cours des 3 ans. Alors je précise que là, les valeurs que vous avez à l'écran sont des valeurs médianes. On pourrait discuter sur est-ce qu'on fait la médiane, la moyenne, est-ce qu'on fait un rapport à table de surface, il y a encore plein de choses dans lesquelles on peut s'amuser à discuter là-dessus, on peut passer pas mal de temps. Alors après, la partie haute de la tableau de bord, il y a quand même un facteur très important là-dedans, c'est le facteur climatique. Et donc après, on voit qu'au niveau
des leviers d'action sur notamment la gestion des couverts. Voilà, il y a encore un peu de travail, mais ça avance gentiment, mais effectivement 3 ans c'est court pour faire quelque chose. Déjà l'appropriation de tout ça, et ensuite il faut que les leviers d'action mis en place, il faut que les acteurs prennent conscience constatent l'efficacité ou non de leur levier d'action et qui prennent l'initiative de faire évoluer le tableau de bord et faire évoluer les leviers d'action derrière, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Alors je vais faire un second focus sur l'outil système qu'a évoqué Marion, tout simplement parce que, donc, comme vous l'avez vu dans mon tableau de bord, il y avait quand même un certain nombre d'éléments chiffrés, précis, notamment les valeurs de minéralisation, et ça je ne les sors pas de mon chapeau. D'où ça vient? Ça vient entre autres de l'utilisation du système. Donc je rappelle juste que c'est que système, en complément de ce qu'a dit Marion, hein. Donc c'est un logiciel qui a été développé par l'INRA dans le cadre de l'unité de fertilisation environnement qui est devenu aujourd'hui l'unité de bouclage, et puis je change peut-être le nom dans peu de temps dans le également, qui est plutôt destiné aux conseillers et animateurs et qui permet d'estimer donc les pertes d'azote dans les systèmes de culture annuels. Petite précision, il fonctionne à l'échelle spatiale d'une parcelle et à l'échelle temporelle de la succession culturelle ou de la rotation. Il permet de donner une estimation chiffrée des pertes par lixiviation en kg d'azote par hectare et de déterminer donc une concentration en milligrammes par litre de nitrate au niveau sous-racinaire, mais en aucun cas il ne permet d'estimer la teneur en nitrate de l'aquifère au niveau du forage. Le reste au niveau de la parcelle. Dans le cadre de l'animation du groupe de laquelle nous avons eu recours au simulateur système à différents niveaux. Tout d'abord pour établir le diagnostic initial, comme l'a évoqué Marion. Donc sur les parcelles choisies par les agriculteurs du groupe, on a saisi au tout départ les itinéraires techniques sur plusieurs années antérieures, afin de chiffrer les pertes moyennes sous forme de nitrate et ainsi guider le groupe vers le choix de premier levier d'action. Donc typiquement, là, par exemple, sur mon groupe, on avait mis en avant le fait qu'on avait, même en interculture longue, même avec des couverts, il y a quand même des situations avec des pertes importantes, ce qui est pas de mettre le doigt sur l'importance de la bonne gestion des couverts et la gestion des apports organiques type digestat. Et à l'inverse, il y avait des situations où il n'y avait pas trop de soucis, notamment pour la betterave dans la majorité des cas. Et également l'interculture longue. Donc, comme l'a expliqué Marion, si finalement avec la même situation il y a des écarts très importants en termes de pertes, ça prouve bien qu'on peut faire mieux en s'inspirant de ce que font certains agriculteurs. Je reviens sur la sortie graphique du logiciel qui est vraiment, très très parlant et qui, je pense, a été extrêmement apprécié des agriculteurs de mon groupe et j'imagine dans les autres groupes également. Donc ça, c'est vraiment un super outil. Marion l'a déjà à peu près expliqué, mais en haut, vous avez la succession culturelle et les différentes interventions culturelles. Ensuite, vous avez l'azote absorbé par les plantes. L'assimilation de mon stock d'azote minéral dans le sol, qui correspond finalement au reliquat azoté, et les points rouges correspondent aux analyses réelles qui ont été faites. Donc là, c'est assez important d'avoir des analyses en même temps que l'assimilation. Ça permet de soit recaler l'assimilation ou à l'inverse de vérifier si tout se passe bien soit au niveau code analyse, soit au niveau logiciel. Et vous avez les pertes par lixiviation. Et comme l'a évoqué Marion, donc elles sont temporalisées, donc on peut vraiment faire le lien entre les pratiques, comprendre que là, le couvert qu'il y a eu ici, il n'a vraiment pas marché, effectivement il y a une faible biomasse, effectivement il n'y a rien absorbé, et avec des reliquats, un stéréosol dans le sol qui va monter en flèche derrière. Si en plus là-dessous on met un digestat, on va recevoir à gérer des quantités importantes. Donc ça c'est vraiment un outil qui est vraiment très très intéressant à utiliser. Je passe vite parce que déjà je me suis fait signaler qu'il fallait que j'avance. Donc, système est utilisé en routine tout au long du projet, d'abord pour des agriculteurs à comprendre la dynamique d'azote et identifier les pertes. Donc, chaque année au cours de la réunion, nous avons fait des analyses collectives et individuelles des simulations. Donc, on imprimait les graphiques au format A3, on faisait travailler les agriculteurs sur leur propre cas. Et nous avons également utilisé le système pour alimenter les mises à jour de ce fameux tableau de bord, puisque vous avez constaté précédemment, il y a un certain nombre d'indicateurs chiffrés. Et comme je dis, en fait, on les extrayait de système, il y a une petite macro, je crois que c'était le tableau transfert, ça avait été fait, ça, non, peut-être des bêtises, peu importe. Parce que donc il y a les sorties officielles, les sorties du logiciel, et après il y a on peut aller dans les boyaux, il y a plein de choses, on peut sortir plein de choses. Ouais.
Donc pour un peu conclure sur l'usage de système, donc c'est un très bon outil qui est très pédagogique pour faire de l'animation collective en individuel. Par contre, il y a des points de vigilance. C'est pas un logiciel passe-bouton. Ça demande du temps. Comme l'a évoqué Marion Terre sur la taille du groupe, hein, ce qu'on a pu faire collectivement avec une dizaine de parcelles, ça me paraît très difficilement reproductible sur davantage. Ça demande de collecter un grand nombre de données précises sur les interventions culturelles. Il faut avoir également un minimum d'expertise pour être capable de repérer l'anomalie. C'est un logiciel, hein, c'est pas compliqué, ça calcule, ça peut sortir des chiffres. Sauf que si on se retrouve avec des cipants qui absorbent 850 kg d'azote ou à l'inverse, des choses, voilà. Il faut repérer, faut quand même avoir un regard critique sur ce qui sort. Et il y a des petites limites inhérents, mais ça c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps, c'est que le nombre de cultures par été, par exemple, il n'est pas exhaustif. Hein. Typiquement, dans mon secteur, j'avais eu un fil, il n'était pas grand, il décollait un petit peu, mais on se débrouillait. Et je précise, comme l'a évoqué Marion, dans le cadre du projet, dans les délivrables, il y a une boîte à outils qui a déjà été évoquée. Et en lien avec Système, vous avez notamment un guide de collecte des données qui a été réalisé, ainsi qu'un petit truc et astuce pour aider les gens qui démarrent dans l'utilisation du logiciel. Pour ce qui est de la conclusion sur la démarche dans mon groupe, donc c'est un peu un point positif, point négatif. Au niveau de mes ressentis plutôt positifs, moi ce que j'ai apprécié en tant qu'animateur, c'est que j'avais déjà une dizaine d'années que je faisais des suivis de reliquats, des bisonnages dans la région. Ça m'a permis de... Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on allait plus loin qu'un simple observatoire de reliquats. On creusait les choses, bien souvent, c'est bon, maintenant, j'avais l'expérience, on savait les successions à risque, les successions par risque, etc. Là, au monde, on pouvait aller un peu, l'idée, c'était d'aller plus loin, et c'était ça que j'ai pas mal apprécié. Le principe des tableaux de bord, que je trouve très intéressant, et qui pourrait être décliné dans un tas d'autres situations, je pense, pas uniquement spécifique aux problématiques des reliquats, enfin de l'azote. La boîte de outils, hein, je vous ai vraiment regardé ce qu'elle fait dans la boîte d'outils, il y a des super délivrables là-dedans. Moi, je veux dire, en dehors de mon groupe pilote, j'ai pioché régulièrement dans la boîte d'outils, que ce soit les schémas de causalité sur l'explication des reliquats, les cas types, choses intéressantes pour la quantifier à l'échelle de la région de France. Il y a pas mal de choses très intéressantes là-dedans. En point plus négatif, c'est pas grave. Je dirais déjà le manque de temps, donc Marion a mentionné un quart temps minimum. Alors j'ai pas compté le nombre de jours que j'avais affecté, je m'en rappelle plus. Mais franchement, moi je culpabilisais de ne pas être assez disponible pour les agriculteurs. Heureusement que Justine était là parce que simplement les simulations système, il y a une bonne partie, c'est Justine qui les avait parce que j'avais sûrement pas le temps de les faire. Pour organiser les réunions, faut vraiment être disponible. L'animation, c'est pas un truc qu'on fait, c'est pas 3 jours par mois. Voilà, faut avoir du temps pour faire les choses correctement. Après, alors c'est peut-être moi qui suis sévère avec mes agriculteurs, mais j'ai trouvé un peu timide sur les leviers d'action. En fait, je pense qu'ils ont surtout appris à bien, ils ont progressé au niveau des connaissances générales. C'est ce que j'ai mis en bas à gauche, la connaissance générale sur le cycle d'azote. Franchement, je pense qu'ils ont appris pas mal de choses, ils ont apprécié les échanges, c'était très intéressant. Mais par contre, j'ai pas senti une volonté de casser la baraque en disant on va faire découvrir interculture courte, on va faire. Non, on est resté. Alors, c'est pour ça, je reviens à la temporalité. 3 ans, ça suffit qu'on fait les constats. Et il faut plus de temps si on va commencer à faire évoluer des choses. Et je ne parle pas d'évolution de système, mais simplement d'oser faire des choses différentes. J'ai mis quand même sur le tableau de bord, je dis que je trouve ça un outil très intéressant, mais avec côté agriculteur, j'ai eu quand même des doutes sur l'appropriation du tableau de bord. Autant les sorties système, ça ils adoraient, il n'y a pas de problème, ils regardaient, ils comprenaient. Autant le tableau de bord, alors c'est peut-être aussi lié à la co-construction, où on a un peu forcé les choses pour que ça sorte. Voilà, je pense que ça dépend de la façon dont il sort. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis sinon en termes de mon retour en tant qu'animateur, donc la méthodologie, les outils, des connaissances. Je ne dirai jamais que je suis expert, mais on apprend toujours pas mal de choses. La version de la posture que j'ai abordée en lien avec les démarches de construction, c'est quelque chose à apprendre. Enfin, c'est pas forcément naturel pour un conseiller. Et je reviens au agriculteur, donc
les connaissances et l'importance. Donc ils ont bien travaillé, enfin, dans mon groupe, franchement, ils étaient très focalisés, notamment sur la gestion des couverts et la gestion des plans d'élevage, et notamment des digestions. Voilà. Merci beaucoup, Julien. On a juste une question sur les webcams post-école, parce que vous avez mentionné ça, mais vous faisiez les mesures? Non, c'était purement de la simulation. C'est-à-dire qu'en fait, vous reprenez, si je prends mon graphique système, là, bah, c'est pas compliqué. Alors là, graphiquement, c'est comme si je me mets là, au mois de juillet, je pourrais lire la mesure directement. Alors bien sûr, je ne faisais pas par lecture graphique, mais je faisais une extraction, mais c'était linéaire. On reprenait de la simulation. Bon. Okay. Le calcul de perte, il est fait évidemment avec la liquidation, mais du coup, sur quelle période exactement? Alors, les pertes, en fait, c'est le cumul, hein, c'est sur la période de drainage. Alors, au niveau des extractions que je faisais de système, en fait, alors, le système fonctionne à un pas de temps journalier. Vous avez tous les jours les niveaux des calculs. Donc, j'identifiais là-dessus une date moyenne de début de drainage. Alors, je ne sais plus comment j'avais choisi la date de début de fin de drainage, parce qu'en fait, il faut se dire que j'avais de fin, il y a toujours un bon principe, il y a une fin à un moment donné, mais c'est plus ou moins long. Est-ce que c'est au partir de. Alors, je crois que j'avais pris dès l'instant qu'il y avait plus au moins 15 jours d'affilée sans drainage, considérer cette date de fin de drainage, par exemple. Donc, j'avais comme ça la période de début et de fin de drainage, et de toute façon, les pertes par liquidation, on les a jour par jour, mais on a également un cumul qui est fait dans le logiciel, on ressort comme ça. Ça d'ailleurs, une chose, alors je le savais, mais j'en avais pas forcément plus conscience que ça avant d'utiliser le système, c'est justement le fait qu'on peut avoir du drainage et des pertes relativement tardives. On se focus beaucoup pendant l'hiver, l'automne, mais en fait, des pertes en janvier, en février, en mars, en point noir, ça peut être important. Ça, c'est quelque chose que, voilà, à titre personnel, je l'imagine pas, voilà, ça m'a renforcé de conviction à ce niveau-là. Je suis Aurélie Albo, donc moi je suis conseillère à la Chambre d'agriculture de la Somme. Mon cœur de métier est donc de faire du conseil auprès des agriculteurs. Dans mon secteur, j'en accompagne plus de 80 au niveau technique et réglementaire. Et je suis dans le secteur du Santerre Vermandois. Quand j'ai entendu parler du projet Gazelle au niveau de la Chambre, ça ne devait pas être pour moi. Quand j'ai connu le projet, j'ai dit mais il est génial ce projet. C'est les agriculteurs qui vont pouvoir définir leurs objectifs, qui vont pouvoir choisir leurs pratiques, leurs leviers qu'ils vont mettre en place. Et je me suis dit, il faut absolument que ça soit chez moi, puisque le groupe de quai est connu, puisque c'est aussi, comme je dis, un des premiers captages Grenelle de France. C'est un captage de Grenelle depuis 2009. Et c'est en zone d'action renforcée depuis 2018, avec des quantités de nitrate dans l'eau qui avoisinent de temps en temps les 50 mg de nitrate. Donc dans mon groupe, il y avait 5 agriculteurs que je connais depuis des années. C'est cette chance d'être un petit peu ancienne à la Chambre. Je travaillais que depuis des années, donc il y en avait 5. Parmi les 5, ils sont tous agriculteurs, mais il y en a un qui fait aussi de l'élevage. Alors la rotation chez moi, on est plutôt sur des limons profonds battants, avec beaucoup d'industriels sur le territoire, sucreries, légumes avec Bonduel entre autres. On a aussi beaucoup d'usines de pommes de terre dans le secteur et ils sont encore. Donc limon battant profond avec aussi pas mal d'irrigation dans le secteur. Et de ce fait, la rotation majoritaire sur ce territoire-là, c'est souvent une culture de printemps suivie d'un blé, d'une autre culture de printemps, etc. Donc là, on a l'exemple avec betteraves, blé, pommes de terre, blé, légumes, et on revient sur le blé. Donc j'ai déjà parlé du bac, donc après, comme Julien, la première réunion elle a été très importante en 2022, la toute première réunion où les agriculteurs ont pu définir les enjeux qu'ils souhaitaient. Donc je reviendrai juste après derrière, il y a effectivement la qualité de l'eau, mais il y aura aussi la partie économique. Et à partir de ça, tout au cours de la démarche,
il y a eu des analyses collectives avec des simulations grâce à système, et je rejoins Julien dans le sens où l'outil il est vraiment génial pour pouvoir comprendre et mesurer le cycle de l'azote et ce qui se passe au niveau des sols en fonction des pratiques et de la météo, et il ne faut pas l'oublier, que l'on peut avoir, donc a été très apprécié des agriculteurs. Et tout comme Julien, il y a eu également tout au cours de la démarche des analyses collectives pour les reliquats et du drainage, qui peuvent être variables aussi en termes de date en fonction de la météo, des pesées de biomasse pour les couverts, ou même autre chose, on le verra, et toujours à partir de la définition d'un tableau de bord qui a été défini à la base grâce à la volonté et les enjeux choisis par les agriculteurs et les leviers qu'ils ont choisis après par la suite. Et forcément, tout comme Julien, dans mon groupe et pour les autres aussi, à la demande des agriculteurs, dans la boîte à outils, il était possible de faire des formations pour renforcer les informations qu'ils pouvaient avoir. Et chez nous, on a eu une formation sur les couverts et une formation sur les éléments minéraux grâce au LDR. Et puis, on va continuer. Alors, les objectifs fixés de mon groupe, effectivement, on a conscience de la problématique de l'eau sur le territoire. Les agriculteurs en ont conscience. Ça fait des années qu'il y a des programmes d'action, des plans d'action au niveau du syndicat d'eau, etc. Donc, on a forcément défini de limiter la concentration sous-racinaire à un seuil inférieur à 50 mg de nitrate, puisque c'est le seuil de potabilité de l'eau. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, on est sur un territoire avec pas mal de cultures industrielles, donc l'objectif des agriculteurs, c'est oui, on veut faire beaucoup de choses. Et vous allez voir que moi, dans mon groupe, ils étaient très motivés. C'est aussi pour ça que je les ai choisis. J'ai toujours de bons agriculteurs, moi. Sans impacter, faut le dire. Quand c'est bien, il faut savoir le dire. Voilà ce que je dis chez moi. Mais par contre, l'objectif, c'est de garder des revenus économiques bien. Puisque, en plus, l'objectif, souvent dans les légumes, dans les pommes de terre, entre autres, il y a le rendement qui fait foi, mais la qualité est également obligatoire. Sinon, le particulier ne l'achètera pas. Bien sûr, il y a aussi des questions qui se posent sur la matière organique où les taux sont un petit peu bas dans le secteur. Il y a le climat qui joue, mais ça, on va revenir dessus. Alors, le tableau de bord qui a été défini du coup dans mon groupe, comme pour Julien, en orange, vous avez tout en haut les enjeux des agriculteurs, c'est-à-dire la concentration sous-racinaire inférieure aux 50 mg, mais sans impacter le revenu des agriculteurs. À partir de ça, en fonction de la lame drainante qu'on peut avoir et les calculs grâce à l'outil système, je ne vais pas revenir dessus car Julien l'a très bien expliqué. Système par rapport aux leviers qui commençaient à être discutés par rapport aux agriculteurs, le type de sol, etc., les pratiques, les cultures, la rotation. Système a pu mesurer les pertes par lixiviation qu'on devait obtenir, donc qui devait être inférieur à 20 kg d'azote par hectare, et un RDD de ce fait inférieur à 40 kg d'azote par hectare. À partir de là, ça a été assez fluide et rapide auprès des agriculteurs. Tout de suite, ils ont dit ce qu'ils voulaient faire. Donc dans les propositions, on a voulu déjà essayer d'éviter les pertes azotées au niveau des cultures de printemps, à la suite d'une culture de printemps, on a limité les pertes. Même chose pour les cultures d'hiver. Et tout de suite, ils se sont dit, allez, on y va. On va essayer d'introduire, pour la partie culture de printemps, d'introduire un couvert en interculture courte. Alors chez moi, comme vous l'avez vu, il y a de la pomme de terre, il y a du haricot, il y a des légumes. Donc la définition pour l'agriculteur, c'était de se dire, si j'arrive à récolter tôt, pour que mon couvert soit efficace, il faut que ma récolte soit suffisamment tôt pour implanter mon blé derrière. Donc souvent, il faut quand même au moins un mois, je pense, pour que ça puisse marcher. Et après, c'est Madame Météo qui décidera de la biomasse. Pour les cultures d'hiver, toujours aussi dans la rotation, et plutôt rotation, semer son couvert au plus tôt, choisir un mélange adapté à son système. Certains agriculteurs de mon groupe avaient aussi du colza. Alors il y a un délai réglementaire dans le programme d'action qui est de 4 semaines. Ils se sont dit peut-être que si je le laisse plus longtemps, j'arriverai à peut-être éviter des pertes azotées supplémentaires. Et après on regarde ce qui se passe. Et puis aussi détruire le couvert
assez tard. Donc là, on a au minimum fin novembre, j'en ai certains qui le détruisent au mois de février. Donc ça a été très vite défini, moi, au niveau du tableau de bord. Donc voici ici les 3 tableaux de bord qui ont découlé de 2022 jusqu'au dernier pour la campagne 2025. Donc comme Julien l'a expliqué, au niveau des codes couleurs, vert c'est que ça atteint, jaune c'est proche ou moyen, et le rouge c'est que c'est pas atteint. Globalement, les leviers se sont quand même accentués dans le temps, avec parfois plus de parcelles, plus de leviers quand c'était possible. Mais on se rend bien compte que parfois, si je prends pour l'année 2023-2024 et 2024-2025, ce qui peut nous pénaliser aussi parfois, c'est la météo, avec les grosses quantités d'eau qu'on peut avoir, et que parfois, même avec de la bonne volonté, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et pourtant, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire. Donc moi, je vais plutôt mettre le doigt sur les leviers que les agriculteurs que j'ai suis accompagnés ont mis en place. Donc certains, ils ont fait par exemple du semis à la volée. Donc c'est le cas pour au moins un de mes agriculteurs. Donc là, vous avez l'évaluation de cette technique-là de semis à la volée sans couvert. Donc le couvert ici se compose de facélie, radis fourragé, VES. Même chose sur l'année 2024. Donc vous pouvez déjà voir que en fonction de l'année, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats, entre guillemets. Les dates que vous avez au-dessus des photos, c'est les dates des photos qui ont été prises à ce moment-là. Donc vous voyez qu'en 2023, on avait beaucoup plus de VES dans le mélange. Et c'était même impressionnant, j'ai jamais vu autant de VES dans un mélange de couvert en plaine. Même s'il y avait quand même un petit peu de radis fourragé facélie, puisqu'on n'a pas beaucoup de lumineux dans ces situations-là. Et en 2024, on voit que c'est le radis fourragé qui est dominant. Un petit peu moins de biomasse pour la partie 2024 où on est à 1,8 tonnes de matière sèche. Donc à chaque fois, pareil, pour évaluer les couverts, on faisait des pesées de biomasse, on mesurait les matières sèches et on utilisait la méthode MERCI où on regardait pour chaque espèce ce qu'elle pouvait nous apporter. Donc la réponse, on va dire pourquoi en 2024 c'était comme ça. La seule différence entre les deux, pourtant c'est le même agriculteur, c'est qu'en 2023, il a semé son couvert à la volée juste derrière la moisson, alors qu'en 2024, il a attendu une dizaine de jours pour semer son couvert, alors peut-être pour une organisation de travail ou au niveau de la météo, mais c'est peut-être cette raison-là qui l'explique. Si je fais un petit clin d'œil ou que vous n'avez pas là en 2025, il a semé le même jour à la volée toutes ses parcelles. Il y a des parcelles qui l'ont très bien levé, puis une, on ne sait pas pourquoi, pourtant il a fait exactement la même chose, beaucoup plus de problèmes de levée de son couvert. Mais c'est des choses qu'il continuera à faire. Au niveau d'autres leviers d'action, les intercultures courtes, donc ça a été fait plusieurs fois derrière des pommes de terre récoltées tôt ou haricots. Il y a même un agriculteur ici présent qui s'est dit attends, pour voir si ça marche, je vais essayer de semer mon couvert de différentes façons. Donc il a fait de la herse, chisel plus herse, si je prends à gauche, sur le déchômeur. Quand vous regardez, en fonction des techniques de semis, de toute façon ils en faisaient toujours plus que ce qu'on leur demandait. Vous voyez que vous avez différentes biomasses après derrière, et là c'était en faveur à gauche de chisel plus herse. Par contre, ça c'est des choses qui vont marcher pour l'année 2023, mais après selon le climat ou autre, c'est peut-être des choses qui sont à vérifier aussi par la suite et on n'a pas toujours les mêmes résultats. J'ai un peu l'image, c'est un peu comme certaines années où parfois les blés semés au mois de décembre sont plus beaux que ceux du mois d'octobre, certaines années. En 2024, autre aussi interculture courte, alors j'ai oublié de le préciser, mais à chaque fois c'est de la moutarde, parce que si on veut quelque chose qui lève rapidement, on ne peut pas non plus prendre des légumineuses parce qu'il faut une somme de température suffisante pour que ça lève. La moutarde est plutôt gage de garantie en général dans les essais que la chambre peut faire, que ça fonctionne. Donc là en 2024, il y a eu aussi retour des intercultures courtes. Avec, vous voyez, elle peut piéger 2 tonnes on peut obtenir 2 tonnes de matière sèche hectare avec 60 unités piégées.
De l'autre côté, on a 0,6 tonnes de matière sèche hectare avec 32 unités piégées. Après, la difficulté des intercultures courtes, c'est que on a déjà une période courte pour pouvoir les semer avant de semer le blé. Il faut que la météo soit adéquate pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Pas toujours facile à mettre en place. Autre levier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains ont voulu tester les repousses de colza plus longtemps au-delà des 4 semaines réglementaires. Donc j'ai 2 agriculteurs qui l'ont fait. Ils sont allés jusqu'à plus de 8 semaines. Alors effectivement, le fait de laisser ces repousses de colza plus longtemps a permis de piéger plus d'azote. En règle générale, vous voyez, 65 unités piégées, 60 unités. Pour 2024, on est à 30 unités et 50 unités. Par contre, quand même, pour rejoindre un petit peu les leviers d'action qu'on a pu avoir, l'objectif aussi était économique, c'est-à-dire de ne pas perdre de revenus. Donc on a chiffré la mise en place des couverts d'interculture longue, interculture courte, les repousses de colza, le gain que ça peut apporter au niveau de l'azote, parce que c'est de l'azote que je n'aurais pas forcément à remettre après. Et on regarde surtout l'objectif après, qualité de l'eau, et montrer si on a atteint notre objectif ou pas. Globalement, en interculture longue, on a toujours atteint les objectifs. Par contre, en interculture courte, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, quand vous comparez le RDD sans levier ou avec levier, on passe de 194 à 160, ce qui fait qu'on a quand même limité une partie de l'azote qui va descendre après directement dans le sol et la nappe. Et les repousses de colza aussi ont permis de limiter, les repousses de colza plus longtemps, les quantités d'azote, les pertes qu'on peut avoir après par la suite. Donc tout a été basé sur le barème d'entraide. Donc vous voyez les pertes évitées, on les a ici. On a eu la chance aussi pour le groupe de quai de faire une porte ouverte le 28 novembre. Les agriculteurs ont pu communiquer sur leurs pratiques. Marion et Justine ont pu aussi présenter les résultats du groupe. Donc je remercie fortement mes agriculteurs, parce que là aussi, quand on a parlé de ça avec Justine en réunion, Justine a dit que ça serait bien que j'ai une plateforme de couvert pour qu'on puisse faire un petit atelier dessus. Et mes agriculteurs ont répondu « Ah ouais, une plateforme de couvert, mais pourquoi un couvert ?» Et si on estimait tout le monde chez l'agriculteur qui reçoit la porte ouverte. Donc j'ai un de mes agriculteurs qui a dit moi j'ai une belle plateforme de couvert, je déchaume, je vous envoie le point GPS et vous pouvez venir tous avec vos semoirs dans ma parcelle. Donc on s'est retrouvés, pour ceux qui ont pu participer à la journée, avec pas mal de modalités. Donc je les remercie. Le bilan du déploiement de la démarche, donc là je vous mets les 4. Globalement le ressenti, que ce soit pour les agriculteurs, l'animatrice et peut-être même pour mes collègues d'Agrotransfert, Marion et Justine, j'ai adoré cette démarche parce que je trouvais que tout le monde avait gagné quelque chose. Les agriculteurs étaient heureux de comprendre. Souvent on fait des pratiques dans ces champs, mais on ne sait pas trop mesurer ce qui se passe dans notre champ. C'est-à-dire qu'on fait des reliquats, sorties hiver, on fait quelques petits trucs, mais on a du mal à comprendre. Donc grâce à l'outil système, on a pu mettre des chiffres sur ces pratiques. Donc ils ont appris des choses et d'ailleurs ils continueront certainement certaines pratiques. Alors je ne l'ai pas précisé quand même, mais il y a des pratiques, dans les pratiques il y a toujours des avantages et inconvénients. Si je prends les repousses de colza, l'inconvénient énorme de l'année c'est que baisser des repousses plus longtemps que les autres, on doit faire un anti-limace sur les blés, parce que c'est très appétant aussi, ça tire pas mal les limaces. Là on a eu des années humides, derrière des repousses de colza, souvent un peu plus longtemps ça fait plus sec au niveau du sol. Donc il y a des avantages et des inconvénients, certes, il y aura quand même des choses qui continueront. Pour l'animatrice, de voir des agriculteurs super motivés, d'apprendre en plus des choses, de participer aux réunions et tout dans la convivialité, parce que j'ai la chance de travailler avec des agriculteurs depuis longtemps, des collègues Agrotransfert aussi très, très pertinents, l'approche scientifique, la qualité, forcément c'est un programme qui ne peut que fonctionner et rendre heureux tout le monde. Moi j'ai une question qui concerne le fait que donc, il y a des cultures dans la rotation qui, on sait qu'elles laissent des reliquats plutôt importants, notamment les pommes de terre.
Et du coup, comment vous avez géré ça? Est-ce que l'idée c'est de dire cette année-là, on sait qu'on ne va pas être bon, entre guillemets, donc il faut être très bon sur toutes les cultures d'orientation? Ou est-ce qu'on se dit, en fait, avoir un reliquat inférieur à 40, c'est possible même après le militaire? Voilà, Là, on sait que les relicoles les plus élevés que l'on peut retrouver grâce à Azure ou d'autres choses qu'on a pu voir au niveau des relicoles et drainage, les relicoles les plus importants sont effectivement derrière pommes de terre ou derrière légumineuses en règle générale. Là, les agriculteurs, le seul levier, j'ai envie de dire pratico-pratique qu'ils ont souhaité mettre en place, c'est de mettre une interculture courte. Le souci de l'interculture courte, c'est qu'il faut avoir la météo, le créneau pour pouvoir le faire. Et la deuxième chose, c'est que selon le cycle de la pomme de terre et de la variété qu'on choisit, il n'est pas toujours possible de le faire et de le suivre directement. Pour autant, je ne vais pas changer la rotation d'un agriculteur, économiquement parlant, la pomme de terre dans le secteur, c'est important. Après, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient au niveau levier. Enfin, vous pouvez remarquer les intercultures courbes, la plateforme de couvert, à chaque fois, on leur donnait une ligne. Allez, on y va, on essaie de faire un peu plus fort. Et malheureusement, les résultats, je pense que pour même dans ton groupe ou les autres groupes, quand c'est rouge, des fois c'est les mêmes pratiques, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, et c'est vraiment corrélé à la météo qu'on a dans l'année. Quand vous voyez la pluie qu'on peut avoir cette année ou même l'année dernière, vous voyez que ça vire au rouge. Et même avec de la bonne volonté, parfois on n'y arrive pas. Tu peux nous dire deux mots sur la porte ouverte à quai par rapport aux autres agriculteurs du territoire qui sont venus? Je suppose que c'est. Enfin voilà, du coup, il y a eu le témoignage des agriculteurs pilotes auprès des autres. Quel a été le ressenti des autres agriculteurs qui sont vu ce qui s'est fait? On parle en particulier sur l'interculture courte qui est quand même un peu. Voilà, qui peut faire un peu peur peut-être. Alors j'ai cette chance dans mon secteur, j'accompagne pas mal d'agriculteurs, donc au-delà des 5 agriculteurs présents dans le groupe, j'ai aussi un groupe de plus de 30 agriculteurs en collectif à côté d'un point de vue technique et réglementaire. Et je ne l'ai pas souligné, mais les études vont continuer au sein d'un GIE sur le territoire, où ils sont du coup là pour le coup beaucoup plus nombreux. Il y a 14 exploitations. Donc Gazelle, on communique, lui ici présent peut affirmer, on en parle dans mon groupe et on continue d'en parler au sein du GIE que j'ai en partenariat avec Mousseline, donc un industriel pomme de terre, qui va aller même jusqu'à la matière sèche, le goût, pour vérifier qu'on ne fait pas de bêtises sur les pommes de terre, et en partenariat également avec le syndicat d'eau de Rosière. Donc je trouve ça génial parce que globalement, au-delà des agriculteurs, on travaille aussi avec un industriel, le syndicat d'eau, et tout le monde doit aller dans le même sens. Et je trouve ça génial, pour le territoire en tout cas. Merci Aurélie. On va laisser la parole. Conseiller en agriculture et conservation des sols à la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Je suis aussi animateur du GI2E, donc le GI2E, le GI2E Agrogide, qui est situé sur le sud de Cambéry. Il est composé de 10 agriculteurs. Aujourd'hui, il y avait 7 agriculteurs qui étaient partants sur le projet Gazelle. Ils sont tous donc, en grande culture, membres, mais pour un intérêt bien précis, c'était donc l'agriculture de conservation des sols. Avec des rotations assez complexes, avec des cultures industrielles, pommes de terre, pois, haricots, sur le secteur. On est sur des limons profonds, argileux. On n'avait pas vraiment d'enjeu sur le territoire au niveau de la qualité de l'eau, mais les agriculteurs, il y avait des agriculteurs de base sur le groupe qui avaient quand même des enjeux. Ça. Donc pour le déploiement de la démarche, donc, je vais essayer de ne pas répéter ce que mes collègues ont dit, mais voilà, on a fait donc, plusieurs réunions où on a donc, défini les enjeux en juin 2022 avec plusieurs donc, réunions, donc, tout ce qui est en vert, c'est sur les réunions qui ont touché autour de l'azote et en marron sur le carbone. Ce qui a été intéressant sur le déploiement de cette démarche tout au long des 3 ans, c'est un apport de connaissances par les collègues d'Agrotransfert qui ont pu donc, apporter tous leurs aspects techniques aux agriculteurs. Donc là, on a vraiment des réunions sur des analyses, sur des simulations systèmes
collective, et on a aussi des analyses collectives sur le carbone avec Simios. Donc là, après avoir fait la collecte de tous les enjeux, on a pu donc définir nos objectifs. Donc on avait surtout limiter les pertes azotées, les teneurs en matière organique, la vie des sols et le cycle de l'azote. Donc il y a deux objectifs qui sont ressortis, qui sont l'azote et le carbone. Donc là on a vraiment fixé un double objectif avec le groupe pour essayer d'avancer dans la démarche, surtout que en agriculture de conservation, l'azote et le carbone est un grand sujet. Pour le tableau de bord, donc, on retrouve donc, nos objectifs et nos enjeux. Donc ici on avait, dans un premier temps, c'était vraiment limiter les pertes azotées avec des RDD inférieurs à 50 kg par hectare, de maximiser l'absorption des couverts. Donc c'est vraiment le levier qui a été apporté, donc c'était les couverts d'interculture. Et ensuite, sur les leviers, augmenter donc, les densités de carbone, augmenter la biomasse des couverts, mais aussi optimiser les repousses de gozop, comme ont dit mes collègues auparavant. Donc on a les deux objectifs, les pertes azotées et le stockage carbone. Donc sur toutes les années qu'on s'est écoulées, donc on a créé le tableau de bord. Donc la première année, forcément, on n'avait pas de levier à mettre en place pour discuter les résultats. Sur la deuxième année, donc 23-24, on a quand même des résultats dus aux objectifs qui avaient été posés. Et ensuite, donc la dernière année, ici, les résultats restent encore à interpréter pour améliorer le démarche des agriculteurs. Donc là, c'est vraiment un peu comme mes collègues, le tableau de bord précis qui a été créé avec les agriculteurs, vraiment sur une démarche collective. Donc ensuite, sur l'objectif, on a vraiment posé deux objectifs avec tout le réunion, vraiment un partage des enjeux, où on a vraiment fait ressortir deux grands objectifs, c'était limiter les pertes azotées et l'augmentation de la teneur en matière organique. On a vu donc avec ces objectifs, donc c'est fixé lors d'un atelier les pertes azotées, donc avec des simulations système. On a pu réduire les pertes azotées de 30% d'ici 3 ans. Ça, c'était l'objectif qui a été fixé. Et pour le carbone, on avait donc tout en faisant une dynamique de stockage de carbone dans nos sols. Et ensuite, on a vraiment identifié donc, les ateliers sur l'azote et le carbone avec des simulations système et Simios pour voir que les objectifs n'étaient pas antagonistes. Ça, c'est vraiment ce qui avait été fait sur le groupe. Donc, c'était leur volonté de travailler sur le carbone. Donc ça, c'est le double objectif. Donc, on peut remarquer que la réduction des pertes par l'estimation de 30% et le stockage de carbone sont vraiment atteignables, avec un levier phare qui a été retenu, et je pense que c'est le levier un peu de tous les groupes, c'était vraiment donc, les couverts végétaux, où on a pu discuter vraiment sur des aspects de destruction, de résidus, sur le potentiel de carbone-azote. Voilà, entre guillemets. Ensuite, donc là, c'est vraiment des résultats faits sur les parcelles des agriculteurs. Ça reste quand même des simulations, mais on voit quand même que grâce au couvert d'interculture long, on peut stocker donc 87 kg de N par hectare absorbé et 4 tonnes de matière sèche par hectare en moyenne. Donc là, on a vraiment tout type de couvert de culture, avec vraiment des taux de matière sèche par hectare complètement différents. On a de l'azote absorbé et du stockage de carbone. Donc là, on a vraiment vu que les objectifs étaient atteignables sur le groupe. Ensuite, donc vraiment sur le bilan du déploiement de la démarche, moi j'ai trouvé que c'était un très beau projet, c'était adapté aux agriculteurs, c'était des résultats faciles d'interprétation. Je remercie Marion et Justine de l'accompagnement qu'on a pu avoir tout au long de la démarche, parce que sans eux, je crois qu'on
logiciel système, bon, j'ai mis qui était complexe parce que là je l'utilise pas souvent, donc là on peut remercier aussi aux collègues parce que si on l'utilise pas tout le temps, ça va être aussi un retour des agriculteurs qui m'ont dit c'est vrai que c'est un logiciel qui est complexe, on ne peut pas l'utiliser tous les jours. Voilà, c'est ça, faut s'en remettre. Pour les agriculteurs, c'était vraiment une optimisation de l'azote sur leur exploitation, parce qu'on a pu discuter avec eux sur vraiment la synergie des experts. Il y a eu des échanges de qualité et on a su aussi valoriser. Pour eux, c'était vraiment Olivier qui a fait part de valoriser des actions en vidéo, comme on a vu à l'entrée ce matin. Et pour moi, c'était les méthodes d'animation avec Main et Justine qui ont été assez marrantes, qu'on a développées tout au long des journées, et c'est aussi beaucoup de nouvelles compétences que j'ai pu acquérir avec vous sur la note. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Des questions pour Alexis? Oui, tu es passé un petit peu vite sur le tableau où on voyait les leviers et l'effet que ça avait sur les pertes azotées et sur le stockage de carbone. Je me demandais du coup, est-ce que tu pouvais me dire quels étaient les meilleurs leviers, enfin, les plus synergiques, ceux qui avaient des effets sur les deux aspects? Les deux aspects, ça va. Je vous d'abord. Après. Oui. Voilà. Là, vraiment, nous, c'était sur la gestion des couverts, en fait, parce que même Gazelle est rentré dans le groupe, dans le GI2E, entre guillemets, avec l'aspect ACS. Mais nous, c'était vraiment un travail sur les couverts. Nous aussi, on a fait une plateforme qu'on a pu faire des tours de plaine avec Lucille. Mais c'était vraiment l'aspect azote et carbone, c'était donc sur la biomasse, sur l'aspect légumineuse, sur vraiment des couverts implantés le plus tôt possible et les laisser le plus tard possible, qui ont permis de faire vraiment un potentiel de réduction des pertes et aussi un stockage carbone dû à la biomasse. C'est vraiment nous les couverts qui nous ont permis de faire carbone-azote. Donc là, les meilleures lignes qu'il faut regarder, c'est si c'est un gros moins à gauche et un gros plus à droite, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ça fait sur les punis, tout ça. C'est surtout le fait qu'en fait, dans le cadre de ton groupe, comme tu as cet objectif carbone, tu as un objectif de faire de la biomasse. Alors que, par exemple, c'est chose qu'on avait fait sourire lorsqu'on a fait notre tableau de bord à l'équelle, où on a mis la biomasse comme indicateur de réussite du couvert, alors que moi, je ne disais rien parce qu'il fallait rien dire. J'aurais été content d'avoir un petit couvert, parce qu'un petit couvert, c'est-à-dire aussi qu'il y avait peu d'azote avant, et du coup, c'était pas un échec en soi. Et du coup, en termes de gestion, c'est pas tout à fait pareil, parce que dans tous les cas, là, par exemple, il me semble que dans ton tableau de bord, tu avais quand même des éléments en lien avec la gestion de la fertilisation avant, absorber un maximum d'azote, éviter les pertes par volatilisation, et finalement, pour avoir un gros couvert, comme on a parlé de fertiliser, on serait très content qu'il reste un peu d'azote derrière le précédent pour avoir du carbone derrière. Enfin, c'est la chance. Comment tu gères en fait la balance entre. Parce que finalement, tu prends un risque en disant il faut qu'il reste un peu d'azote, je veux faire de la biomasse, mais d'un autre côté, je ne maîtrise pas tout, et du coup, il y a vraiment intérêt à ce que le couvert est plus derrière, parce que sinon, je vais prendre une gamelle au niveau environnemental. En fait, le fait d'avoir des cultures sur l'orientation que je vais expliquer, c'est qu'on a vraiment sur ce groupe-là des grosses cultures, pommes de terre, pois, haricots, voilà, on a toutes ces cultures-là qui nous permettent aujourd'hui de faire des reliquats entre hiver assez importants pour avoir de la biomasse, et cette biomasse, c'est l'azote qui est en dessous, donc forcément, on essaye de capter au maximum tout en créant une biomasse pour le carbone. On n'aurait pas eu cette rotation-là, forcément, ça aurait été plus compliqué sur le. Mais je pense que c'est pour ça que le synergie et carbone-azote est sorti du groupe, sinon. Et trouver l'équilibre et le compromis. Tous les objectifs de perte, c'est par rapport à l'état initial du début du projet. Le moins 30%. Vous avez une illustration des groupes de travail animateurs qu'on pouvait avoir dans le projet.
C'est plutôt une question collective. Là, suite à vos 3 interventions, je constate souvent que vous êtes attaché à la gestion de ce qui se passait après la culture. Donc ça a beaucoup parlé de couvert, gestion du couvert, etc. Ça rejoint un peu ce que disait Julien. Mais est-ce qu'il y a eu dans vos groupes une réflexion aussi sur les réels besoins des cultures, je sais pas, le fractionnement, revoir les doses appliquées? Ça transparaît pas dans vos interventions en tout cas. C'est toujours après culture, on gère ce qui s'est passé après, mais j'ai pas vu, peut-être que vous l'avez fait, mais je sais pas. Alors, Thierry, pour la réponse, effectivement, on ne peut pas tout travailler. Alors, effectivement, le souci, c'est qu'on ne pouvait pas tout travailler. Après, on avait quand même les simulations système. Alors, moi, dans ma partie, c'est quelque chose qui a été travaillé cette année dans le GIE. On a sur le du sanitaire avec Mousseline et le syndicat d'eau. AgroTransfert est également partenaire technique. On a essayé sur pomme de terre. On sait que les reliquats du drainage sont élevés derrière pomme de terre. On a remis en question le fait d'apporter de l'azote, par exemple, tout à la plantation, qui se fait en général. Est-ce que c'est la majorité à la plantation et on apporte un petit peu plus après, ou on fractionne? Et on a été jusqu'à l'apport d'azote en localisé, avec une partie en plein au début parce que la machine ne pouvait pas faire plus. Au niveau des essais, donc ça a revérifié parce que c'est qu'une année d'expérimentation. Bon, malheureusement, c'est que la culture de la pomme de terre est un peu feignante et qu'il faut lui en apporter quand même beaucoup au début. Donc voilà. Mais effectivement, on s'est posé la question au sein du GIE qui est axé sur la pomme de terre. Voilà. En tout cas, pour ma partie, moi, je peux te répondre ça. En ce qui me concerne, alors c'est vrai que déjà avec les diagnostics initiaux qu'on faisait, il est en évidence que finalement l'enjeu sur la fixation minérale était relativement faible en termes de perte par législation par rapport aux enjeux de l'interculture. Ça explique aussi pourquoi dans mon groupe, je crois que dans les autres aussi, on s'est quand même essentiellement concentré là-dessus. Après, néanmoins, je pense que tout simplement, je parlais du reliquat pour ce cas tout à l'heure, c'est que les ingénieurs ont quand même eu le réflexe lorsqu'ils ont construit eux-mêmes leur tableau de bord, c'est-à-dire il faut quand même qu'on regarde, qu'on vérifie qu'on n'a bien pas mis trop d'azote. Après, en termes de dynamique d'apport d'azote, dans mon groupe, non, on l'a pas abordé. Mais dans d'autres groupes, parce là on parle des groupes pilotes, il y a des groupes satellites, je ne sais pas si on va revenir dessus, c'est après, on accompagnait dans mon département éventuellement d'autres groupes d'agriculteurs avec en idée derrière de valoriser certains éléments de gazelle. Là on a travaillé sur, justement par rapport notamment au premier rapport de printemps, avec entre autres la méthode Appienne pour essayer de développer le rapport pour éviter les décidations précoces. Autre chose, si je reviens sur mon groupe pilote de lesquels, il y a eu des questionnements sur la fertilisation du maïs. Du coup, je leur ai dit, on profite du projet, on va faire des groupes de réponse à l'azote sur le maïs pour bien qu'on rende compte que quand on met du fumier tous les 2 ans, finalement, le conseil du labo ne déconne pas trop. Parce que, donc on profitait du projet pour aborder ces éléments-là. C'était effectivement la fixation minérale, en tout cas, mais n'était pas le cœur de ce qu'on a suivi en termes d'évaluation d'accompagnement. Tu vas en parler après, je pense. C'est pas une question, donc Emmanuel Leveuve, je suis aussi membre du GIE agrologique en tant qu'agriculteur, que Dr Aristide. Je peux te laisser intervenir, mais c'est vrai que ça n'est pas forcément marqué, on va dire, au sein de Gazelle, mais dans notre groupe, on travaille aussi sur, on va dire, des stimulants, on va dire, foliaires, et aussi sur un petit peu d'autres techniques qui sont des apports, on va dire, voilà, sur un travail en ce qui concerne devant le taux de sucre. Peut-être en parler un peu plus, puisque c'est toi qui a porté le projet aussi. Mais on l'a pas fait figurer dans le Gazelle, parce que c'était une des composantes qu'on travaillait aussi dans le GI2E, à la demande de certains collègues. Ouais, donc ça fait 3 ans que j'ai lu donc agrologique, et sur l'azote on en a fait beaucoup. En fait, on a le projet Gazelle, c'était vraiment pour optimiser à 100% nos démarches. Nous, sur l'azote, on a fait, donc comme disait Emmanuel, on a fait avec des réfractomètres, on arrivait à capter les taux de sucre dans les plantes qui
peut peut-être nous définir aujourd'hui la démarche qui peut bien appuyer, définir les taux d'azote à apporter tout au long de la culture. Il y a un gros point qu'on a fait dans les 3 ans qu'ils arrivent pour agrologique, c'était vraiment la gestion pendant la culture. Donc nous, on a quand même fait des jubiles, du N-tester, des reliqueurs, on a quand même suivi à 100% les apports azotés. Et dans les 3 ans qu'ils arrivent, on a des agriculteurs qui sont assez fous de faire un reliqueur tous les mois sur la culture pour vraiment voir la synergie de leurs apports. Ça va être un gros boulot, les 3 années arrivent. J'espère qu'Emmanuel est motivé. Là, sont des pattes. Et du coup, on va vraiment regarder la synergie des apports, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle sur B, on est sur 3 ou 4 apports. Alors moi, en ACS, on aime bien les micros-apports, hein, de 4 à 5 apports sur les céréales. Mais on va essayer, c'est vrai que sur les cultures, mais on va essayer sur les 3 années à venir de vraiment comprendre la synergie des apports. C'est un peu plus complexe. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Marie. Bonjour tout le monde. Donc, moi je suis Marie Gillet et je travaille dans l'Oise. Je suis animatrice captage sur 4 bassins d'alimentation de captage, mutualisés sur 2 communautés de communes et 1 commune. Et donc ça faisait quelques années déjà que c'est des remontées de drainage, qu'ils étaient analysés avec les agriculteurs. Donc il y a en tout plus de 30 agriculteurs qui sont suivis sur ces 4 filières d'alimentation de captage. Et on a rejoint le projet Gazelle, le dernier groupe pilote à rejoindre la démarche. Et l'idée du coup c'est que parmi tous les agriculteurs suivis, on en a sélectionné, on va dire, 10. À la fois, c'était les plus motivés, ceux qui avaient envie d'aller plus loin au niveau technique. Et aussi, l'idée, c'est d'avoir un peu le plus diversifié possible. Donc, avec un producteur de légumes de plein champ, un éleveur, et puis 8 polyculteurs, du coup. Mais voilà, disons que un groupe représentatif du secteur, ça aurait été que des céréaliers. Et là, on avait quand même au moins un éleveur et un producteur de légumes de plein champ. Donc la rotation, c'est un peu comme ce qui a été dit avant, c'est un peu tous les 2 ans et puis ensuite d'autres cultures entre les deux. Et nous, sur le secteur, on a des enjeux nitrates et phyto. Donc voilà, on a rejoint en cours de route, on a fait le travail sur les enjeux. L'enjeu qualité de l'eau était vraiment le premier qui est ressorti, donc ça fait assez plaisir de voir les agriculteurs sortir eux-mêmes l'enjeu qualité de l'eau sans que ce soit moi ou la collectivité qui l'ait amené. Donc c'est aussi que le travail qui avait été fait précédemment avait quand même commencé à porter ses fruits. Et puis sur le déploiement de la démarche, on a alterné entre des points individuels, que ce soit pour collecter des pratiques, pour analyser les reliquats des puits de drainage, et puis des points collectifs pour soit des formations, soit une analyse collective des reliquats, des tours de couvert, des analyses des simulations système. Avec toujours, moi, du coup, ce que j'avais en tête, c'était que le travail qui était fait avec les 10 agriculteurs du groupe pilote soit utile pour l'ensemble des agriculteurs du lac. C'était un peu le fil rouge de notre implication dans le projet. Donc les objectifs fixés, comme je disais, c'est la qualité de l'eau, et il n'y a pas eu d'objectif collectif qui a été défini. On a plutôt constaté que comme on avait pris volontairement un groupe avec des profils d'agriculteurs variés, ça n'avait pas forcément le sens de les amener vers un seul objectif commun. Et donc du coup, on a décidé que chaque exploitant pouvait avoir son objectif propre et qu'on irait faire en fait sur chaque ferme des travaux spécifiques pour répondre à sa problématique. Donc on ne l'a pas fait avec les 10 agriculteurs du groupe en 3 ans, clairement on l'a fait avec 3 ou 4 agriculteurs. Mais voilà, c'était donc la spécificité aussi de notre groupe. Le tableau de bord, il est dense, mais au moins on a son objectif. Pareil, on l'a construit au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'avant, je faisais des analyses des reliquats des puits de drainage avec les agriculteurs, et que tout ça, c'était des choses qu'ils disaient, mais que je ne capitalisais pas forcément. Donc j'allais sur plein de feuilles volantes, l'année prochaine, il faudrait que je fasse ci, ou j'aimerais bien tester ça. Là, le tableau de bord, ça a permis de centraliser tout ça.
Et du coup, pour ceux qui n'avaient pas d'idée de qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon reliquat début de drainage, c'était tenez, regardez ce qui a été travaillé par les collègues. Tout ça, c'est des choses qui ont été proposées par les agriculteurs, on n'a rien inventé. Et si ça a été proposé, c'est qu'a priori, c'est acceptable et envisageable de le mettre en place. Donc ici, de manière un peu chronologique, ce tableau de bord, à gauche, on a, voilà, en culture, on va essayer de maximiser l'absorption d'azote par les cultures. Je détaille après pour répondre à la question que je me suis posée tout à l'heure. Donc d'abord, on maximise l'absorption d'azote par les cultures. Ensuite, après la culture, on va essayer de piéger un maximum d'azote minéral avant le drainage. Et puis, une fois qu'on a capté un maximum d'azote par les intercultures, on va surtout éviter d'en remettre dans le sol en apportant des matières organiques qui seraient fertilisantes à l'automne. On va plutôt les décaler au printemps. Et si on apporte de la matière organique à l'été ou à l'automne, s'assurer que ce n'est pas des produits qui minéralisent trop. Donc ça, c'est un peu la logique. Et du coup, par rapport au travail sur l'absorption des cultures, on a creusé les différents postes du plan prévisionnel de fumure, enfin de la méthode du bilan, quoi. Il y avait plusieurs agriculteurs dans le groupe qui avaient des questions sur est-ce que ça sert à quelque chose de fractionner, oui, comment. On a dans nos logiciels, par exemple pour l'azote apporté par les couverts, on a des forfaits, on rentre petit couvert, moyen couvert, gros couvert. Or, on fait des pesées de biomasse, donc est-ce qu'on ne pourrait pas affiner et aller sur quelque chose de plus précis par rapport à ça? Donc ça, du coup, c'est des choses qu'on a creusées aussi avec le groupe. Pas avec tous, pareil, on avait certains que ça intéressait, d'autres que ça n'intéressait pas. Mais du coup, on a pu quand même aller assez loin. Et petit tips, je dis ça peut servir à d'autres. Il y a un agriculteur qui a pris un stagiaire d'un lycée agricole pour vraiment travailler sur ce sujet de l'azote. Et ils ont décortiqué son PPF dans tous les sens. Et il m'a dit, comment on défend, parce que c'était vraiment super, parce qu'il ne serait jamais allé aussi loin. Il dit, j'aurais jamais pris le temps de m'intéresser à ce point, à ce sujet-là, notamment par exemple pour ses rendements objectifs, mais en fait il rentrait jamais ses rendements réels dans son logiciel. Donc son rendement objectif, c'était un peu, au doigt mouillé, mais voilà, c'est un peu ce qu'il voulait. Alors que de vraiment avoir ses rendements réels et de pouvoir fixer son objectif en fonction de ça, ça joue aussi sur la dose d'azote apportée, vu que ça joue sur le besoin de la culture. Donc voilà, du coup, il y a, je pense, plein de jeunes en lycée agricole qui cherchent des stages, donc incitez-les à aller travailler sur les PPF des agriculteurs parce que ça les pousse à prendre le temps de le faire et c'est utile. Voilà sur ça. Du coup, nous, notre tableau de bord, il a suivi cette évolution-là. Donc, au début, on n'a pas pu travailler sur justement cette partie du plan prévisionnel de fumure, vu que c'était déjà passé, et cette année, on a pu le faire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des choses à dire en particulier là-dessus. On ne peut pas vraiment... on pourrait regarder, nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le reliquat début de drainage. Est-ce que je peux tenter avec ça? C'est cette valeur-là, c'est notre reliquat début de drainage moyen, donc moi je le pondère par la surface. Donc on était à 80 la première année, 92 là et 74 là. On ne peut pas vraiment faire une évolution, je trouve, avec cette année du milieu, parce que c'est aussi une des contraintes qu'on a. Le laboratoire ne va pas toujours prélever les parcelles à la date qu'on leur demande. Donc du coup, cette valeur-là, elle n'est pas mesurée, elle est recalculée par rapport à des prélèvements dans les champs qui ont été faits trop tard. Et vu toute la pluie qui était tombée, voilà, on a dû le recalculer. Par contre, de cette année-là à celle-là, je pense qu'il y a une petite comparaison à faire. Et notamment, je le vois au niveau de la conception des intercultures par les agriculteurs. Il y a certains agriculteurs qui, il y a 3 ans, avaient vraiment une logique très réglementaire au niveau des couverts et qui, cette année, ont une réflexion de se dire « Alors attends, il y a eu un mauvais rendement du blé parce qu'on n'a pas eu de lumière, donc il restait de l'azote dans le sol, donc je vais mettre des intercultures et je vais les semer plus denses que d'habitude parce qu'il y a de l'azote à capter. » Et ça, je trouve que c'est voilà, une logique de pensée qui va dans le bon sens. Donc on a fait quelques ateliers, donc là je donne 2 exemples. C'était, voilà, du coup comme je disais, il n'y a pas d'objectif collectif hors qualité de la ressource en eau, mais un objectif individuel qu'on avait pour un agriculteur qui fait du poids, c'est de dire je veux valoriser au mieux le reliquat d'azote après mon poids. Donc on a fait un atelier en utilisant l'outil Mission Ecophyto, l'extension nitrate de cet outil. Et puis il a fait aussi des tests de différents couverts sur sa parcelle et qu'on a suivi en faisant des pesées à plusieurs moments de l'année.
Donc on a appris pas mal de choses et ça a aussi, voilà, un couvert avec du tournesol, c'est super visible dans le paysage. Donc du coup, ça a aussi posé des questions, intéressé d'autres agriculteurs sur le bac. Autre travail qu'on a fait sur les méthodes de semis, donc un agriculteur du groupe qui est assez fanat de matériel et presque d'autoconstruction, ou en tout cas d'acheter du matériel d'occasion pas cher et de le retaper lui-même, nous a appelé sur sa ferme pour discuter de différentes méthodes de semis. Donc trouver un compromis, on va dire, coût de la méthode versus efficacité sur l'implantation du couvert. Donc c'était un moment intéressant aussi. Donc comme je disais, du coup, le but pour moi c'était de faire le lien entre le groupe pilote et tous les agriculteurs des bassins de captage. Donc ça s'est fait par des réunions collectives d'analyse des résultats de reliquat du drainage, par, comme je disais, la présentation du tableau de bord, quand j'ai un agriculteur en face de moi qui dit bah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, regardez le tableau de bord qui a été fait par le groupe pilote. Et puis que de manière générale, tous les outils de la boîte à outils, que ce soit les fiches techniques sur les couverts, sur les produits organiques, sur la décomposition des résidus, tout ça c'est des références, des cas types aussi, dont peuvent bénéficier les agriculteurs, qui peuvent être transmis facilement. Ça, c'est les résultats de cette année des reliquats début drainage. En fait, je me suis juste posé la question, tiens, ils sont où les agriculteurs du groupe pilote? Est-ce que c'est les meilleurs? La réponse c'est non, pas du tout. Mais en fait, c'est logique, parce que quand j'ai choisi les agriculteurs pour faire partie du groupe, quand j'ai proposé à certains agriculteurs pour faire partie du groupe, j'ai aussi voulu que, entre guillemets, les moins bons élèves en fassent partie pour progresser collectivement avec les autres. Et donc, du coup, ce qu'on constate, c'est que les agriculteurs du groupe Gazelle, certaines de leurs parcelles sont là, donc du coup, ils sont entre guillemets en tête de peloton. Et puis, il y en a au milieu, et puis il y en a aussi dans les parcelles qui sont très très riches en azote. Donc, voilà, du coup, en fait, finalement, ils sont assez représentatifs de la diversité des résultats qu'on a sur le territoire. En bilan, du coup, moi ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait une évolution positive de l'engagement des agriculteurs. J'ai fait le point avec tout le monde cette année. Je pensais qu'il y en aurait un certain nombre qui me diraient bon, c'est bon, ça fait 3 ans, pour certains, ça fait 6 ans qu'on fait ces suivis de reliquats début drainage, on arrête. Et en fait, ils m'ont quasiment tous dit qu'ils voulaient continuer. Donc, je pensais me retirer du travail, mais c'est raté. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai, petit à petit, un vrai engagement sur ce sujet. C'est une démarche qui est reconnue sur le territoire aussi, donc ça rassure aussi les agriculteurs de savoir qu'il y en a d'autres qui sont impliqués dedans, donc ça veut dire qu'on ne mord pas et qu'il n'y a pas de contrainte finalement derrière, donc c'est intéressant à faire. Et puis aussi, il y a des agriculteurs qui sont plus individuels, d'autres qui sont plus collectifs, donc il faut savoir s'adapter aussi pour accompagner tout le monde plutôt que vouloir calquer forcément un programme d'animation fixe. En négatif, du coup, il y a quelques animations qu'on avait en tête qui n'ont pas pu être réalisées. Donc voilà, un petit sentiment de frustration par rapport à des choses qu'on n'a pas fait par manque de temps ou par manque aussi de motivation des agriculteurs, parce que ça arrive aussi d'avoir des envies qui ne sont pas atteintes. Les simulations système, pour moi, ça a été utile à certains moments, mais je ne les ai pas exploités tant que ça. Je pense aussi que pour les exploiter à fond, il faut vraiment y passer du temps. Et puis aussi que ça dépend de l'intérêt des agriculteurs. Je l'ai exploité à fond avec ceux que ça intéressait, et puis d'autres qui n'étaient pas plus motivés que ça, je n'ai pas poussé plus que ça. Et puis du coup aussi, forcément, le groupe pilote Gazelle demandait plus de temps, donc du coup c'était plus de temps passé avec les agriculteurs de ce groupe-là, et moins avec l'ensemble des agriculteurs du bac, et notamment aller chercher des nouveaux participants à la démarche. Et ça, du coup, ça va pouvoir reprendre cette année. Pour les agriculteurs, du coup, moi, ce que je vois, c'est que ça a apporté des réponses à des questions techniques et concrètes qui se posaient. Ils ont une vision aujourd'hui plus claire de ce qui se passe dans la parcelle avec une logique pluriannuelle et pas uniquement sur l'année. Donc voilà, c'était l'occasion pour eux d'aller plus loin qu'ils ne l'auraient fait seuls. J'ai écrit cette phrase aussi en pensant très fort aux petits stagiaires. Et pour moi, du coup, c'était un plus au niveau technique par rapport à ce que je faisais avant. Donc, je suis toujours dans la démarche de. Voilà, je ne suis pas conseillère technique, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les agriculteurs se posent des questions, réfléchissent, trouvent des solutions eux-mêmes.
Mais certains, quand même, sont en demande de solutions techniques et qu'on leur apporte des réponses précises à leurs questions. Et donc ça, c'était quelque chose que permettait l'accompagnement technique par AgroTransfert. Ça a été aussi l'occasion de tester des nouveaux formats d'ateliers, de réunions, et puis, comme je disais, de structurer et de capitaliser les connaissances, notamment sous la forme d'un tableau de bord. Voilà. Merci beaucoup, Manu. Oui, les questions finales. Oui, bonjour. Alors, c'est pas forcément une question que pour Marie, c'est à l'ensemble du groupe d'animateurs qui rejoint un petit peu la question sur les quantités d'azote qui peuvent être apportées pour les cultures. Est-ce que vous avez réussi à quantifier une certaine diminution? Est-ce que ça peut être aussi, si vous avez des agriculteurs qui sont dotés d'outils d'aide à la décision, notamment pour la gestion des apports azotés? Je peux répondre à ça. Enfin, moi, j'ai l'impression, alors c'est vraiment une pure impression subjective, hein. C'est pas quantifié, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup d'agriculteurs qui utilisent déjà des outils de la décision. Que d'ailleurs ça génère des questions parce que parfois tous les OAD n'indiquent pas vers le même résultat. Des fois ils se disent aussi on voulait mettre moins, puis en fait la personne testeur nous dit de mettre plus, donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pas quelque chose qu'on a identifié comme étant un levier d'amélioration vraiment de la qualité de l'eau, en tout cas pas un levier de diminution des reliquats des drainage. Donc il y a eu des discussions au sein du groupe là-dessus, mais on n'a pas nous, en cherchant à orienter le travail du groupe et à animer dans le sens de la réduction des reliquats du drainage, on n'a pas vu les OAD comme un point essentiel à traiter. Complément, tout à fait, la démarche, c'est vraiment de la gestion de l'azote au global et non pas sur la fertilisation minérale. Donc on insistait beaucoup là-dessus. Et l'idée, c'était vraiment de répondre aux questions, aux besoins des agriculteurs, et ça n'a pas émergé en fait, de manière drastique sur des groupes. Ils étaient déjà bien accompagnés par ailleurs au niveau de la fertilisation minérale, avec déjà des OAD. Et c'était pas notre, il n'y avait pas trop d'innovation de notre côté à leur apporter et à répondre aux questions sur ce sujet. Je vais compléter, je raconte un peu la même chose. Mais alors, petite particularité sur mon groupe de lesquels, c'est que les 2 premières années, on faisait également des reliquats sorties hier qui étaient dans le cadre du projet, avec des préconisations à refaire derrière. Ça posait pas question, parce que déjà dans les cas des agriculteurs, de faire attention déjà à peu près correctement. Après, les outils, il y avait des OAV utilisés par certains agriculteurs du groupe, mais comme je le dis d'ailleurs, comme on l'a dit, c'est pas l'enjeu numéro 1 sur une sollicitation, c'est pas la gestion de la fertilisation en année, quoi. C'est pour ça, c'était pas la priorité. Moi, je vais répondre 2 petits mots, c'est sur le groupe, c'est-à-dire que vraiment la gestion des apports, c'est aussi la météo. Nous, on a beaucoup bûché sur les années pluvieuses, forcément, quand ça minéralise, on essaye d'optimiser ces apports, et les années sèches, justement, on peut avoir des OAD qui vont peut-être nous appliquer des apports plus importants, et c'est pas forcément le cas, parce qu'il faut vraiment travailler la minéralisation, et notre groupe, on l'a vraiment fait à 100%, et là, on a vraiment travaillé sur des apports pour qu'ils soient vraiment optimaux. Si je peux ajouter juste une petite chose aussi par rapport à ça, moi ce que je trouvais intéressant par rapport aux discussions qu'il y a eu sur la fertilisation dans le groupe, c'est que parfois il y avait un peu des vérités absolues qui étaient dites. Enfin, je me rappelle qu'une fois où un agriculteur disait mais de toute façon on ne peut pas faire de maïs avec moins de 100 unités d'azote, et puis il y a son voisin qui dit moi j'en fais 40. Et ça en fait c'est un outil d'aide à la décision qui est vachement plus puissant que cet échange qui peut se faire, et donc du coup voilà, cette phrase je la reprends à mon compte dès que je peux. Voilà, ou pareil, parfois des préconisations de fumure qui ne sont pas rassurantes. Par exemple, dire j'ai fait mon PPF et sur betterave il me dit de mettre 0, mais c'est pas possible. En fait, si. Et du coup, insister que s'il y a tout le stock d'azote dans le sol qu'il faut, on peut faire confiance à la méthode bilan, mais du coup, accompagner en disant cette année, testez peut-être une bande avec 0, faites pas toute votre parcelle, et puis vous voyez ce que ça donne. Et donc c'est aussi, il y a quand même le
logique de dérisquer au maximum les pratiques. Et sur cette question de la fertilisation, on est sur ça, on est sur la gestion du risque. Oui, merci pour vos présentations très claires, votre engagement derrière les présentations, un travail de terrain assez important et en même temps la gestion du temps qui manque toujours. Je crois que c'est partout pareil, dans la recherche aussi. J'ai oublié de me présenter, Christian Voxtaler, INRAE Colmar, animateur scientifique à Nouveau-Transfert. J'avais une question sur revenir à système. J'ai remarqué quand même plusieurs ont dit c'est lourd à mettre en œuvre. Même s'il y a un énorme effort pour simplifier, c'est un modèle simplifié de la recherche. Qu'est-ce que ça serait avec les modèles de la recherche? Je passe. Mais je comprends. Alors, est-ce que ça impliquerait quand même que dans toute démarche dans le futur, peut-être j'ouvre déjà, désolé, il faudrait un accompagnement quand même de la R&D pour faire ces simulations système. Et que finalement vous n'aurez jamais le temps parce qu'il y a tellement de choses à... C'est juste une question de temps, de disponibilité et d'investissement possible. Pour moi, il y a deux choses qui prennent du temps, c'est la collecte des données, et ça du coup c'est pas système en tant que tel, c'est juste prendre son bâton de pèlerin et aller récupérer les informations auprès des agriculteurs. Et la deuxième chose c'est de caler les simulations quand elles tombent pas bien. Et en fait quand on fait la simulation et que dès le début ça tombe bien par rapport à nos mesures, on est content. Mais quand c'est pas le cas, c'est là où ça prend du temps et c'est là où moi, à titre personnel, j'étais là, Justine, tiens, débrouille-toi. Voilà, donc c'est ça pour moi les deux. Et donc peut-être sur le deuxième, en effet, un accompagnement est une vraie aide parce que ça permet, avec quelqu'un qui connaît bien les rouages du système, voir tout de suite pourquoi le modèle n'est pas calé et l'améliorer. Oui, donc j'avais juste une question, on parle toujours de temps. Est-ce que vous pouvez nous donner, on va dire, le temps que vous avez pu passer sur les groupes? C'est pas une question piège, c'est par rapport à... C'est pas chiffré. D'accord, c'est déjà... Une vingtaine et trentaine de jours selon les animateurs et j'estime passer au moins l'équivalent sur chaque groupe. D'où le carton qu'on vous estimez au début. C'est des agriculteurs qu'on voit par ailleurs dans d'autres domaines, donc forcément c'est pas chiffré, le sujet est abordé à nos cœurs de métier pour plusieurs d'entre nous, c'est d'être toujours au contact des agriculteurs. C'est pour poser une question. C'est pour poser une question. Tu as pu regarder pour la partie échange ou pas? Allez. Ça fera peut-être le lien du coup, puisque tu as la particularité d'animer un gros bac avec à la fois un noyau dans le cadre des gazelles, mais il y avait également du contenu d'animation sur le reste du bac. Et ma question c'est justement, en termes de technique d'animation, comme on l'a tous évoqué, problème de temps, si on veut faire des outils de système, débaucher sur le système pour faire l'animation, on est limité en termes de, on peut pas dire pas plus de 10 personnes, du coup comment on se projette, donc on va animer un territoire où il y a 80-100 agriculteurs qui travailleront. Est-ce que l'idée de faire un petit noyau dur plus transmettre après aux autres secteurs, c'est une bonne idée, ou est-ce que tu vois d'autres parce que moi pour le coup j'ai essayé de motiver, de faire un minimum de transfert en invitant à certaines régions les agriculteurs des autres territoires qui ne sont jamais mis. Voilà. Je pense que oui, l'idée de dire on va plus loin avec certains pour nourrir les autres, c'est une bonne chose. Après, si le sujet c'est comment mobiliser, moi je fais des rencontres individuelles tous les ans en fait. L'analyse des reliquats début de drainage, elle se fait en individuel et du coup c'est au moins un an, mais je suis en mode médecin, hein. Ça c'est les techniques de Claudine, merci. Je me mets dans une salle et puis rendez-vous toutes les demi-heures et puis c'est eux qui viennent, c'est pas moi qui me déplace. Et du coup ça permet de voir tout le monde. En un temps quand même qui est assez restreint. Et voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que des simulations de système, on ne peut pas en faire sur 80 parcelles, c'est pas possible. C'est plus, c'est aussi une question d'adaptation. Il y a certains agriculteurs, c'est déjà super de voir avec eux les reliquats de début de drainage, de les aider à comprendre un peu ce que ça indique, et puis c'est suffisant. D'autres, ils ont envie d'aller plus loin, de faire
des essais, donc demander peut-être des analyses supplémentaires, des taux découverts. Et du coup, on passe aussi plus ou moins de temps avec certains. Certains, on les voit juste une demi-heure tous les ans, et d'autres, on passe des heures à s'arracher les cheveux sur la recherche. C'est adapté comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Et j'en profite pour remercier aussi Justine qui a brillamment accompagné les animateurs dans